Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 15 juin 2022 et c'est l'épisode 280. On s'attendait à ce qu'après les contraintes du Covid levées, on se réjouisse à se retrouver, à consommer, à vivre. Alors oui, c'est sans doute un peu vrai, mais l'économie n'est quand même pas au mieux de sa forme. On vous le disait il y a encore quelques jours que ça allait pas si bien que ça. Ça va pas forcément mieux aujourd'hui. Les cryptos en sont une manifestation, elles sont en pleine dépression. Et les entreprises continuent à réfléchir à la situation d'avenir idéale. Le métavers, environnement bercé par des réalités numériques. On va parler dans cet épisode des appareils de réalité augmentée, de réalité virtuelle. On va parler aussi d'applications, de Windows, d'iOS, de jeux Xbox, mais aussi un peu de régulation. En saupoudrant un peu tout ça de Crypto Actu, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et pour m'assurer que je vous raconterai pas trop de bêtises dans cet épisode, j'ai proposé à notre journaliste chouchou de la sphère tech qui arrive directement de Frandroid, donc de m'accompagner, c'est Cassim Ketfi. Salut Cassim. Salut. Merci beaucoup d'être présent. Alors on va donner quand même quelques éléments de contexte parce que donc tu as accepté une fois de plus de m'accompagner dans un enregistrement de podcast, d'autant que donc Guillaume Poggiaspala n'est pas là, vous l'avez compris, vous le retrouvez dans un prochain épisode. Mais il s'avère que tu es confronté à un problème matériel de premier niveau, qui est que ton micro on va pas se mentir, t'as lâché Cassim, je vais te l'avouer si jamais tu te le refusais jusque là, mais vu tous les tests que tu as fait, clairement c'est le micro qui a lâché. Donc paix à l'âme de ton Blue Yeti qui t'aura longuement servi. Depuis combien de temps tu l'utilisais? Depuis combien de temps tu fais du podcast? Je me posais la question, ça fait un petit moment qu'on se parle maintenant, Cassim. J'ai envie de dire que ça commence à frôler la dizaine d'années. Déjà, je franchis des caps d'âge un peu fatidiques là ce mois-ci. Alors en plus, j'entends des choses comme ça. Ça ne nous rajeunit pas comme disent les vieux. Bon, merci en tout cas d'être présent dans des conditions de pur podcasteur qui a récupéré du matériel type classique quand on débute dans le podcast. Donc écoute, merci beaucoup en tout cas de me consacrer un petit peu de temps et de consacrer du temps aux auditeurs de Tech Café. Avant d'aller plus loin, je voulais surtout vous rappeler de vous abonner, d'activer la cloche et de je me suis trompé de média, je crois. On est évidemment dans un podcast et dans un podcast, ce qu'on vous demande, c'est plutôt de vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous écoutez un épisode comme ça au hasard, mais aussi et surtout de venir laisser une évaluation avec plein d'étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Il y a par exemple Eric Faure qui a laissé un avis en disant: les deux Guillaume et les autres invités ponctuels sont toujours au top, des experts hors pair et d'avis toujours aussi pertinents. Mention spéciale à la rubrique matériel de Guillaume P. Mille merci pour ces moments d'écoute et de qualité. Merci beaucoup Eric. Et puis je vous rappelle aussi, avant qu'on aborde les news de la semaine, que Tech Café, c'est un podcast dont les épisodes sont accessibles gratuitement pour tout le monde. Et si vous le souhaitez, vous pouvez malgré tout financer un peu de cet épisode hebdomadaire ou même les futurs épisodes hebdomadaires à venir dans les prochaines semaines, à la hauteur de vos possibilités et sur des montants qui vous paraissent appropriés. J'utilise pour ça un site qui s'appelle Patreon. Vous pouvez trouver toutes les infos sur patreon.com/techcafé. Le lien est de toute façon dans les notes de l'épisode. Ça prend franchement quelques minutes et puis vous pouvez suspendre, plafonner votre abonnement à tout moment. Sachez de toute façon qu'en soutenant Tech Café sur Patreon, vous bénéficiez en plus de votre propre flux privé sans la pub. Allez donc jeter un coup d'œil pendant qu'on commence à vous parler de l'actu tech avec une première rubrique qui tourne autour de l'actualité matérielle, autour, vous allez le voir, de la réalité augmentée, mais de manière peut-être plus pragmatique et plus prosaïque, sans aller vraiment dans le futur. Il y a un produit qui va réduire drastiquement sa voilure, c'est Portal de Meta, anciennement Facebook. C'est cet assistant connecté virtuel qui a un petit peu le même format que des Echo Show chez Amazon, dans la gamme Echo avec Alexa. Il y a aussi des équivalents chez Google, mais en tout cas, ça fait partie de ces produits où Meta va désormais arrêter de commercialiser a priori le Portal, ce petit appareil. Ils vont être amenés à plutôt le vendre à des cibles professionnelles. J'ai l'impression comme ça
ça de mémoire que quand on dit ce genre de choses, Cassim, quand on dit qu'on arrête de commercialiser un produit au grand public mais qu'on le réserve aux pros, c'est que ça sent pas très bon et qu'en général c'est plutôt pas un produit d'avenir. Ils avaient lancé ça en 2018 et en fait c'est pas le seul produit que Meta arrête, sur lesquels a priori ils vont réduire les investissements et la distribution. Il y a la montre connectée, alors qui avait pas été annoncée, hein, mais qui faisait l'objet de rumeurs largement confirmées, qui devait être dotée d'ailleurs même de capteurs photo. C'est peut-être d'ailleurs ça un petit peu qui a dû poser problème dans la construction et dans le développement. Elle était orientée a priori réalité virtuelle. Elle avait de la captation de santé, mais a priori en tout cas ce sujet est un peu mis de côté de la part de Meta avec un coût de développement qui semble un petit peu jugé trop élevé. Et puis il y a un autre produit qui a priori est suspendu, donc a priori ils arrêtent quand même beaucoup de choses. C'est le projet Nazar, c'est un projet de lunettes avec de la réalité augmentée qui aurait dû succéder aux lunettes Stories conçues en partenariat avec Ray-Ban, qui elles ont été vraiment présentées et mises à disposition. C'est quand même bizarre de voir tous ces produits qui sont complètement annulés. Alors à la limite les produits qui sont pas forcément directement rattachés avec la vision présentée par Mark Zuckerberg du métavers, bon bah on peut se dire ok, donc c'est bien quelque part il met de côté les trucs qui ont pas de succès et puis il va se concentrer sur le cœur de son offre du futur. Mais malgré tout, quand on voit des annonces autour des lunettes aussi qui sont mises de côté, ça sent pas très bon, Meta. Je sais pas si toi ça t'évoque des pensées particulières à ce sujet, Cassim, du côté de Meta sur leur développement matériel. Bah, ça fait plusieurs mois. Enfin, faut être honnête. Parmi les géants de la tech, c'est quand même Facebook qui inquiète le plus. Alors évidemment, enfin, quand on dit ça, faut toujours un peu prendre du recul et se dire que évidemment Facebook va pas mettre la clé sous la porte du jour au lendemain, ou Meta, donc le nouveau nom. Évidemment, enfin, la taille qu'a pris le truc fait que de toute façon c'est un peu trop gros pour mourir, quoi, à ce stade, ou en tout cas ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais c'est parmi les géants de la tech le géant qui s'est toujours pas trouvé, qui se cherche encore un peu. Les guerres un peu, enfin les batailles marketing et ou juridiques des années 2010, elles sont terminées avec un Apple, un Google, un Microsoft et même un Amazon qui sont chacun dans leur canal et qui savent, enfin ils peuvent être concurrents sur certains produits, mais globalement ils ont tous leurs spécificités, et ils savent tous quel est leur modèle économique et ils ont tous un peu leur couloir dans lequel ils avancent, parfois avec des produits concurrents, mais sans vraiment se faire de tort l'un à l'autre. Il y a que Facebook qui vraiment se cherche encore, a décidé de se réorienter complètement en passant vers Meta. C'est aussi peut-être là encore une coïncidence, mais c'est peut-être c'est le seul avec Amazon à être encore dirigé par son fondateur. Ouais. Et ouais, enfin on a l'impression que Meta c'est pas trop où ils vont. Ils ont effectivement ce rêve du métavers, mais on sent bien que c'est un peu difficile à concrétiser. Ils pourraient y arriver, mais pour l'instant c'est un peu nébuleux. Et les projets qui effectivement sont connectés, parce que du coup Meta ça devait être une marque grand public qui devait se différencier de Facebook, et justement pour moi Portal ça devait rentrer un peu dans cette gamme en disant ça devait être presque justement un des emblèmes en disant bah non, regardez, Facebook ça a disparu, maintenant vous avez un produit qui s'appelle le Meta Portal, le Meta Quest, etc. Et le nom Facebook s'efface au profit de notre entreprise qui est un peu plus large que ça. On sait que vous aimez pas Facebook, vous inquiétez pas, on a d'autres produits qui sont plus aussi liés qu'avant avec le réseau social. Et on a l'impression que voilà, en débranchant ces projets d'avenir, ça peut on peut se poser des questions. C'est vraiment pour moi le géant de la tech qui est aujourd'hui le plus chancelant. Bon, c'est un peu excessif, mais voilà, un peu celui qui réussit le moins, qui a eu le moins bénéficié de ce tournant du Covid, au moment où la tech a explosé, a eu un sacré boom partout pour les autres géants de la tech, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais pas effectivement en tête cette comparaison avec les autres gamam, on va dire, où eux effectivement aujourd'hui leur proposition de valeur elle est très très claire de la part du grand public, de la part des professionnels, de la part des observateurs, des journalistes. Alors oui, parfois il y a des changements, il y a des évolutions, mais c'est aussi des évolutions qui sont douces, je pense. Apple, quand ils veulent aller vers plus de services et un petit peu moins de part de revenus axés sur la vente de matériel, on sent que c'est quelque chose qui se fait quand même
un peu plus en douceur et surtout c'est un peu plus concret, on le voit tout de suite et il l'installe au fur et à mesure. Le jeu vidéo pour Microsoft, bah c'est pas évidemment récent, ça date maintenant d'il y a un moment, mais c'est quelque chose de quand même bien établi. Et effectivement, Meta, ça me paraît être une grosse bascule, très hypothétique finalement. On va revenir tout à l'heure sur des perspectives autour du métavers, puisqu'il y a des cabinets de conseil qui ont bossé sur le sujet. On va en reparler juste après. Moi, la réflexion que je me faisais quand tu disais ça, c'était aussi que Meta, quelque part, avait accès la totalité de leur fonctionnement sur les échanges sociaux, sur la nature même des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Meta, le métaverse voulait être une itération évidente des interactions dans les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si effectivement ça peut structurer une entreprise suffisamment grande comme Meta aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça va le permettre à l'avenir. Alors, on va reparler justement de perspectives de métavers juste après. Mais on parlait un petit peu d'Apple. C'est très bien parce qu'on va faire une petite parenthèse, il y a des réflexions qui sont menées sur, en gros, qu'est-ce que va apporter, bon, je l'utilise au futur parce que vraisemblablement il va quand même arriver tôt ou tard ce casque. Donc le casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée d'Apple, qu'est-ce qu'il pourrait apporter de différent? Et c'est une réflexion qu'on s'est déjà attelé à porter dans plusieurs épisodes de Tech Café, c'est de dire qu'est-ce que pourrait présenter Apple de si nouveau, de si embarqué sur l'expérience utilisateur qui ne propose pas les autres. J'ai pas l'impression que les autres fassent des propositions complètement ubuesques. Le MetaQuest, par exemple, MetaQuest 2, c'est un produit qui est tout à fait honorable. Il y a un catalogue dessus qui est plutôt sympa, et je suis pas sûr que l'appropriation de l'outil, l'expérience utilisateur, soit particulièrement catastrophique. On verra ce qu'Apple pourrait proposer, mais il y a une analyse qui a été faite de la part donc de Ming-Chi Kuo, qui est évidemment toujours bien renseigné parce qu'ils sont carrément sur les lignes de production des matériels d'Apple, entre autres. Mais il parle d'éléments de transition qui seraient très très bien gérés par Apple, et des transitions très fluides entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Peut-être qu'on peut faire 20 secondes de pédagogie pour ceux qui auraient pas suivi les précédents épisodes, mais réalité virtuelle, on vous immerge dans une scène en 3D comme si vous y étiez. La réalité augmentée, c'est plutôt on filme ce qui se passe autour de vous et on vous rajoute des éléments virtuels par-dessus que vous percevez comme étant intégrés dans votre environnement autour. Et effectivement, mixer les deux, une réalité mixte, c'est pas facile à faire, et ceux qui le font en général pas bien. Là aussi, Meta essaye de faire un Quest 2 qui permet un peu mieux de capter l'environnement et d'avoir ce petit rôle secondaire de réalité augmentée, mais en fait, en gros, aucun ne fait bien et de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Et c'est un argument qui est affiché comme étant plausible, comme étant un argument fort de la part d'Apple sur un futur produit. Alors là, on est sur de l'hypothétique. Encore une fois, on joue avec nos boules de cristal, Cassim. Mais est-ce que tu penses que c'est un élément sur lequel Apple aurait du savoir-faire et suffisamment d'expérimentation pour changer la donne dans ses expériences? Et est-ce que une transition naturelle, rapide et convaincante entre de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pourrait être un argument fort selon toi pour s'imposer? Alors là, c'est le moment où on va m'enregistrer et on va pouvoir me le ressortir dans un an ou deux, quand Apple aura annoncé son produit, évidemment. Je l'ai jamais fait, moi, perso. Mais, je l'ai jamais fait. Alors, en fait, j'écoutais ta description sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le fait de passer de l'un à l'autre, et qu'aucun des casques faisait à la fois les deux. J'irais plus loin que toi en disant... les faisait bien. Oui, voilà. Ouais. Mais j'irais plus loin que toi en disant que en fait, c'est surtout qu'aucun casque ne fait bien de la réalité augmentée tout court, même sans faire, un casque qui ne ferait aucune espèce de réalité virtuelle. C'est juste la réalité augmentée. Pour l'instant, on ne sait pas le faire, quoi. On sait vraiment pas faire ça. On sait faire ça un peu avec le téléphone, mais ça demande d'avoir un téléphone devant toi. HoloLens le fait un peu, mais c'est une vision qui est encore assez restreinte et puis ça coûte super cher. Et puis c'est vraiment une utilisation très particulière, quoi. On n'a pas encore ce fantasme des lunettes où vraiment t'as des objets qui prennent vie devant toi et qui sont dans ton environnement. Ça, a priori, on sait pas encore faire. Donc, est-ce que Apple arrivera à le faire? Je ne sais pas. Moi, je suis quand même assez enthousiaste pour savoir ce que Apple peut proposer, parce que en fait, on a le sentiment. Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que ça me rappelle les années. Alors, pas tant les années qui précèdent l'iPhone que surtout les années qui précédaient l'iPad. Exactement. Vraiment en fait les gens se souviennent peut-être pas du tout, mais avant la présentation de l'iPad en 2010, les gens ne savaient vraiment pas
à quoi allait ressembler une tablette d'Apple. On s'imaginait l'interface de macOS en fait sur table. Enfin, les gens s'imaginaient vraiment une interface de macOS. Et le monde avait été surpris d'apprendre que l'iPad c'était un iPhone en plus grand à l'époque, ou un iPod Touch en plus grand. Donc on est vraiment curieux de savoir en fait quelle expérience utilisateur et quelle interface va pouvoir proposer Apple et comment ils vont pouvoir se distinguer de la concurrence, alors que pour le coup alors peut-être comme à l'époque, mais pour le coup la concurrence est déjà là et effectivement ça va pas être facile. C'est pas comme si Oculus se reposait sur ses lauriers, ou Meta maintenant se reposer sur ses lauriers quoi. Le MetaQuest c'est un excellent casque pour un prix très accessible et qui fait des choses plutôt bien. Et moi je suis plutôt pour l'instant je suis un fervent croyant de la réalité virtuelle plus que la réalité augmentée, donc j'attends de voir et j'ai du mal à voir. Je comprends tout à fait la stratégie d'Apple en réalité augmentée. J'avais écrit un article sur le fait que pour moi la WWDC justement ils avaient, sans en parler en fait, elle était omniprésente pour moi la réalité augmentée à la WWDC de 2022 là. Oui, donc pas forcément à la conférence d'ouverture, mais durant toutes les présentations qui ont pu être faites notamment. Même à la conférence d'ouverture, quand ils présentent par exemple la visualisation en 3D d'Apple Plan ou ce genre de choses, pour moi, ou la dictée vocale qui s'améliore, pour moi c'est des pièces du puzzle qui vont leur permettre de faire des lunettes avec lesquelles tu vas interagir par la voix et que tu vas pouvoir dicter du texte, et aussi quand on va qui vont te permettre d'avoir un plan devant toi qui soit en 3D et qui soit une représentation de la ville dans laquelle t'es, etc. Enfin, c'est le genre de choses, à mon avis, sur lesquelles ils travaillent pièce par pièce, en fait. Ouais. Et du coup, sur la réalité augmentée, je vois bien la proposition que peut faire Apple, à la limite, même si technologiquement, sur le matériel, j'ai un peu des doutes. Logiciel, clairement, Apple, ils sont en avance sur ça. Par contre, sur la réalité virtuelle, Apple, je vois pas ce qu'ils peuvent proposer. La réalité virtuelle, pour moi, c'est avant tout du jeu vidéo. Et Apple, le jeu vidéo. Ouais, oui. Même si ça représente des grosses parts de revenus pour eux. Oui, bien sûr. J'avais été surpris de voir ça, mais effectivement, c'est plus dubitatif de les imaginer investir un segment aussi emblématique et aussi différent de ce qu'ils font que. Mais je suis très curieux et j'y crois à mort. Non, mais je suis très curieux. Bah, écoute, on verra, mais c'est marrant ce que tu dis au passage, hein, quand même. Je me rappelle avant, au tout début de la conférence justement d'Apple, là, il y avait le site web qui présentait la conférence, où il y avait cet Easter egg, le truc caché là, où en gros t'appuyais sur l'image en haut et puis tu avais une expérience en réalité augmentée qui se lançait sur ton smartphone. Hyper convaincante, en tout cas sur ton iPhone, je sais pas si c'était le cas sur Android, mais sur iPhone c'était très très convaincant, un simple jeu de cartes, en fait il y avait quelques cartes que tu avais devant toi en réalité augmentée et je trouvais ça bluffant en matière de restitution, c'était très très solide, tu pouvais tourner autour et c'était très très crédible, donc même là-dessus quelque part on sent qu'évidemment c'est un sujet qu'ils vont avoir bien bossé, qu'ils vont avoir bien maîtrisé, mais ce que tu disais sur le parallèle avec l'arrivée de l'iPad, c'est marrant parce que j'étais il y a un petit mois chez Patrick Béja dans le rendez-vous tech et j'ai tenu vraisemblablement les mêmes propos quand on essayait d'anticiper ce qui pourrait arriver à la WWDC, et moi je me rappelle très très bien cette époque où on allait scanner, enfin quand je dis on, c'était évidemment beaucoup de journalistes et beaucoup de blogueurs qui allaient scanner sur internet les noms de domaines qui pourraient laisser imaginer comment ça allait s'appeler, essayer d'identifier qu'est-ce que ça allait être cette proposition autour d'une tablette de la part d'Apple. Et quelque part, à l'époque, il y avait déjà des PC avec des stylets sous Windows, avec des versions un petit peu évoluées, je crois, d'XP, de Windows XP à l'époque. Et moi, derrière, je trouvais ça déjà, franchement, pas mal, hein, bien avant l'arrivée de l'iPad, je trouvais ça vraiment pas mal du tout. Mais force est de constater, quand ils ont sorti l'iPad et quand il y a toutes les autres tablettes qui sont arrivées aussi dans la foulée des autres constructeurs, il y a eu un avant et un après. Est-ce qu'on peut espérer avoir le même avant et après avec un produit de la part d'Apple? Bon, nul ne le saura avant qu'ils aient présenté quelque chose, mais en tout cas, c'est très excitant. Apple est toujours capable même encore récemment avec les AirPods, ils ont été capables de faire ça, de vraiment de bousculer un marché. Après, et en même temps, on est plus en 2010, le marché de la tech a quand même vachement mûri et ils ont des vrais concurrents, quoi. Ils sont plus, je trouve que il y a de l'innovation partout et Apple a plus, est plus exactement dans la même position en tout cas qu'il était en 2010.
Donc ce sera à voir. Bon, ça fait un petit moment au-delà des AirPods, t'as raison de les rappeler, je les avais pas en tête, mais ça fait un petit moment qu'ils ont pas changé la donne comme ça sur un segment de la tech. Peut-être que ça va être le cas, on le verra. Je voulais faire un tout petit détour parce qu'on parle de métavers évidemment, c'est toujours compliqué de faire un épisode de podcast et de pas relayer ce type d'infos qui est toujours croustillant. Enfin, c'est vraiment le petit apéritif pour nous podcasteurs. Mais évidemment, HTC qui s'apprêterait à lancer un smartphone dédié au métavers. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, dédié au métavers. Et ça, évidemment, tout de suite, quand on pense à ça, on se rappelle le fait que HTC, ils avaient déjà proposé un smartphone un peu curieux, dont on avait parlé dans Tech Café, je me rappelle, qui avait été lui aussi largement relayé, le HTC Exodus, c'était en 2018 et qui était un smartphone qui avait comme ambition d'être le smartphone de la crypto-monnaie. Alors oui, on se grattait un peu la tête pour essayer de comprendre concrètement qu'est-ce que ça voudrait dire, en quoi un smartphone pourrait être axé crypto-monnaie. Bon, l'idée c'était notamment de pouvoir l'avoir conçu pour avoir un stockage un peu spécifique qui permettait de gérer vos crypto-monnaies. Je pense que si ça avait convaincu, on s'en rappellerait aujourd'hui et ça n'a pas marqué particulièrement les esprits et les usages. HTC évidemment très impliqué dans la réalité virtuelle avec les casques qu'ils commercialisent, les HTC, les HTC Vive depuis quelques années maintenant. Donc pourquoi pas. Bon, malgré tout, je pense qu'on se gratte tous la tête pour avoir une idée de ce que pourrait proposer un HTC, un smartphone dans le monde du métavers. Mais bon, pourquoi pas. Ça ressemble quand même surtout à une façon de essayer de convaincre des investisseurs de remettre de l'argent dans ta boîte. Ça fait vraiment utilisation du métavers pour utiliser la marque plus que la promesse et que les services. Bon, écoute, on verra si c'est convaincant ou pas. J'en doute, mais bon, pourquoi pas. Et je me devais aussi de relayer un rapport qui a été rédigé par un cabinet que vous connaissez peut-être. C'est un cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey. Si vous suivez la politique, ça vous rappellera des choses. C'est évidemment pas les mêmes personnes qui ont dû conseiller. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Le gouvernement France, j'en sais rien. Mais bon, c'est une grosse la marque, même boîte. Hein. Et en tout cas, ils ont bossé eux sur le métavers et ils sont assez dithyrambiques quelque part quand on lit. Eux, je cite, nous pensons que le métavers a le potentiel d'être la prochaine itération d'Internet et évidemment, il faut rappeler que depuis le début de l'année 2022, donc ça fait quoi ? Ça fait 6 mois maintenant. Il y a plus de 120 milliards de dollars qui ont été investis dans plein d'entreprises, dont évidemment Meta. Et eux, ils sont assez explicites sur le fait que donc il y aura pas des métavers, mais il y aura vraiment justement un métavers qu'on peut mettre en analogie avec Internet. Donc quelque part une vraie itération et une vraie étape dans les échanges numériques et qui supplanterait ou compléterait largement Internet. Et il faudra pas obligatoirement, selon eux, un casque de réalité virtuelle ou de lunettes de réalité augmentée. Donc là, c'est vraiment la teneur que porte Mark Zuckerberg quand il essaye de dessiner un avenir au métavers. Et il rappelle aussi que il y a vachement de segments d'usage qu'il faudrait anticiper dans un tel dispositif. Ça peut pas être que du gaming. Il y aura d'ailleurs, ils essayent d'évaluer, c'est ça qui est très très fort quand même, les poids en termes de chiffres, enfin d'argent quoi, que représenteraient certains secteurs. Donc les secteurs du commerce en ligne sera énormément touché avec entre, tenez-vous bien, 2000 et 2600 milliards de dollars. Donc je suis absolument incapable, et je sais pas s'il y a grand monde qui est capable d'évaluer ces chiffres qui sont lâchés comme ça, mais bon, l'apprentissage en ligne qui pourrait être bouleversé aussi par l'arrivée d'un métavers avec près de 300 milliards de dollars de poids, la publicité, tu m'étonnes, le jeu vidéo dans une moindre mesure, et ils identifient le fait que l'internaute moyen pourrait passer plus de 6 heures par jour dans ses expériences d'ici 2030. En fait, quand on voit ça, c'est bon, ça fait ou sourire ou ça permet de se dire il y a peut-être un truc qu'il faut pas rater, et c'est probablement d'ailleurs ce que lisent les entreprises quand elles lisent ce type de rapport. Mais en fait, tout à l'heure, je me posais la question en préparant un tout petit peu l'épisode qu'on allait enregistrer ensemble, Cassim. Je me disais, est-ce que finalement, on n'attend pas forcément tôt ou tard des grands changements, des grands bouleversements, des grandes révolutions dans la tech qu'on veut absolument pas manquer parce qu'il y a trop d'exemples dans le monde des entreprises et dans le passé d'entreprises qui n'ont pas pris des trains en marche, le train du mobile, Internet, peut-être aujourd'hui, peut-être c'est le cas pour l'électrique, mais on sent bien que les constructeurs automobiles là se sont tous installés dans l'électrique. Mais est-ce qu'on n'attend pas trop le prochain gros truc, et est-ce que finalement les choses devraient forcément évoluer
à la limite dans des telles ampleurs, est-ce que on est obligé quand on voit l'évolution de la technologie de se dire que la suite logique, en tout cas c'est ce que dessine McKinsey, mais est-ce que la suite logique c'est forcément une étape aussi immersive dans la vie que un métavers? On est vraiment dans des réflexions pour le coup presque philosophiques que tech, mais moi, j'ai du mal à me dire que, et c'est peut-être justement mon côté vieux, mais que dans 10 ans, on aura eu un tel bouleversement de nos usages. J'ai plutôt tendance à penser que l'espèce humaine n'a pas forcément envie maintenant de vivre d'aussi importants bouleversements, surtout qu'on a quand même acquis beaucoup d'apprentissage par rapport aux évolutions qui peuvent être amenées par le mobile, par la connexion omniprésente, par les usages sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, d'ailleurs, on peut reconnaître que McKinsey, d'ailleurs, soulève eux-mêmes les limites de l'exercice avec les enjeux sociétaux, les enjeux écologiques, etc. Et d'ailleurs, avant de te laisser réagir et me dire ce que toi tu penses de l'avenir de la tech à grand terme et de voir si le métavers sera une étape, je peux pas m'empêcher quand même de penser aussi qu'il y a une donnée qui est pas prise en compte dans ces analyses, c'est le réchauffement climatique. On enregistre là aujourd'hui un mercredi 15 juin, il commence à faire quand même sacrément chaud et il y a un truc qui buzz sur les réseaux sociaux, c'est une image d'Evelyne Delia qui expliquait, je crois que c'était en 2014, que en mi-juin, en 2030 en France, il pourrait faire près de 40 degrés et en fait on se rend compte qu'on est en 2022 et qu'on y est déjà, donc évidemment le réchauffement climatique ça devient un sujet et je me dis, est-ce que l'évolution de la technologie qui va demander d'énormes ressources ou va demander à se réinventer de manière très profonde, va pouvoir arriver compte tenu des enjeux qu'on a. Je sais pas si toi, t'as là encore quelque chose dans ta boule de cristal qui va nous permettre d'y voir plus clair, Cassim. Alors, voilà, t'es dit où tu m'as à chaque fois, je t'invite, c'est toi et ta boule de cristal. Hein. Bien sûr. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que les cabinets d'analyse et les cabinets de conseil, mais les cabinets d'analyse surtout, c'est toujours très intéressant pour avoir une analyse à l'instant T d'un marché, à la limite quelque chose de court terme, mais sur le long terme, c'est quand même vraiment un peu du doigt mouillé. Enfin, je sais, enfin, j'imagine qu'ils sont très experts dans leur domaine et que ça doit être fait. Enfin, il doit y avoir une science derrière et tout que je ne maîtrise pas, donc je veux pas dénigrer ce qu'ils font. Mais je voulais rappeler que par exemple, moi il y a une étude qui m'a marqué qui était faite par l'IDC, donc qui est un cabinet dont on se sert pour connaître l'état de tous les marchés tech. Ils regardent les ventes en gros. Et ils avaient au début des smartphones, c'était dans les années peut-être 2010, quelque chose comme ça. Ils avaient prédit que en 2015, Windows Phone aurait dépassé iOS en part de marché, et que Android représenterait 45%, que 45%, parce qu'il y aurait quand même 20% pris par Windows Phone et 15% pris par BlackBerry. Ah oui. Les deux devant iOS. Hein. Et on n'est pas sur des perspectives à 10 ans, on est sur des perspectives à 5 ans, alors. Ouais, c'était des perspectives, voilà, sur quelques années, quoi. Bref, tout ça pour dire que le futur, c'est quand même difficile de le prédire. En même temps, c'est logique, quoi. Donc ça, c'était juste un point sur ça. Après, est-ce que le métavers c'est aussi grand à venir à des coûts de des milliards de dollars? Alors bon, évidemment, c'est impossible de dire oui ou non dès maintenant. C'est sûr que personne n'a envie de rater, aucune des entreprises n'a envie de rater le train en marche. J'ai quand même effectivement, moi, en fait, j'ai du mal. J'ai l'impression que ce que tu dis sur le réchauffement climatique est très juste et que en fait, il y a une certaine fatigue qui est en train de se générer autour de la tech où pendant les 10 dernières années, c'était particulièrement notable depuis les 15 dernières années, depuis l'arrivée de l'iPhone. C'était aussi le cas depuis les années 80-90 en général, mais depuis l'iPhone, c'était encore plus sensible, où la tech, c'était devenu l'alpha et l'oméga. C'est pendant cette période-là, en gros, que tout le monde s'est mis à regarder les conférences d'Apple et que les conférences d'Apple ont commencé à en parler aux 20h de TF1. C'est le moment où les boîtes de tech sont passées devant les géants pétroliers en bourse. Donc il y a eu et c'est le moment où en gros ils sont mis à entre guillemets contrôler le monde. Alors, c'est-à-dire on a commencé à se dire qu'ils étaient plus puissants que des États, ça c'était des questions qu'on se posait plutôt pour les géants pétroliers auparavant, pas pour les géants de la tech. Donc c'est tous ces éléments qui sont arrivés et il y a le réchauffement climatique qui est en train de nous rattraper effectivement, et j'ai l'impression que du coup il y a une sorte de fatigue, en tout cas moi je le ressens comme ça, je sais pas si à quel point c'est en train de se généraliser ou non, mais une sorte de fatigue
où on te présente typiquement la WWDC là qui a eu lieu il y a quelques semaines, pour moi c'était ça, où on te présente des trucs un peu plein de paillettes, genre regardez ce que maintenant iOS est capable de faire ou quoi. Et en fait, à qui dans quel monde vivent ces gens et à qui ils s'adressent vraiment? Moi, je suis complètement déconnecté j'ai vraiment de plus en plus de mal à regarder des conférences tech et à être enthousiaste, en fait, par ce qui est montré. Et j'ai l'impression que tu vois, tu touches un peu là-dedans avec le métavers, et je sais pas, du coup, effectivement, si on est vraiment demandeur d'une nouvelle grande révolution. Les promesses du métavers, en plus, c'est quand même des promesses de comment on peut faire pour créer un espace qui ne répond plus à la liberté permise par Internet, qui va permettre de nous créer un espace privé, je parle à la place des entreprises, qui va nous permettre de nous créer un espace privé indépendant des interconnexions et de l'interopérabilité qu'on s'est donné sur Internet, où on va pouvoir se créer notre petit métavers, qui en plus va être un nouvel espace sans loi, parce que du coup on aura pris de vitesse le législateur, et ça va être encore un truc où alors qu'on est à peine en train de réussir à cadrer Internet en termes de vie privée, de ce qu'on peut y faire ou non, j'ai l'impression qu'on est en train d'inventer le nouvel espace où au même titre que l'espace d'ailleurs, où le législateur n'a pas encore pu vraiment examiner ce qui allait se faire, et que ça va être le nouveau Far West des boîtes tech, là où on va pouvoir encore se faire un peu plus d'argent, au détriment justement de l'intérêt de la planète ou de l'intérêt général, quoi. Ouais, ça. Voilà. Désolé pour l'ambiance. Non, mais je pense que c'est dans la droite lignée des sujets qu'on aborde, et moi je te rejoins parfaitement. Je peux pas m'empêcher, encore une fois, j'ai pas attendu qu'il fasse chaud en juin 2022 pour me poser la question, mais vraiment je me dis que tôt ou tard les faits sont là, il va falloir se serrer la ceinture sur la consommation énergétique, sur la production, sur la façon dont on consomme dans le monde, et le métavers me paraît être une donnée complètement incompatible avec l'équation. Ça fait un peu course en avant, quoi. J'ai pas entendu, pardon. Ça fait un peu course en avant. Oui, absolument. Et c'est assez révélateur de ce qui énerve beaucoup de monde parmi les générations qui arrivent, qui sont justement beaucoup plus conscientes de ces enjeux-là et beaucoup plus en attente de changement que de révolution sur la façon de consommer des usages numériques, je pense. Mais bon, peut-être qu'on est trop des vieux cons déjà, tu vois. Peut-être aussi. Je sais pas. J'aime bien comment on dit ça juste après avoir dit qu'on avait hâte de voir les lunettes d'Apple et tout ça. Vraiment aucune cohérence. C'est vrai qu'il y a. Alors c'est vrai que quand tu mets les deux en perspective, il y a de quoi se poser des questions. Mais là aussi, tu vois, c'est marrant parce que la proposition d'Apple, elle me semble pas être dictée par des usages d'interaction sociale, quoi. Et ça me paraît être moins source de bouleversement dans les interactions humaines et dans les interactions sociales que ce que présente Meta. Mais bon, peut-être que je suis influencé. En fait, je vais dire les choses plus clairement. À chaque fois que je vois des présentations qui tournent autour du métavers, en fait, ce que je vois, c'est littéralement des posts LinkedIn, tu sais, les posts LinkedIn que tout le monde déteste. Ben, les posts LinkedIn que tout le monde déteste, c'est la personne qui fait son entretien d'embauche en sprintant, là, en faisant un footing du matin, parce que c'est la nouvelle façon de faire des entretiens d'embauche. Bah, tu vois, quand j'apprends les entretiens d'embauche Carrefour, là, dans le métavers, c'est vraiment la même réaction, quoi. On a le sentiment d'être vraiment dans une caricature. Je vois bien ce que tu veux dire. Écoute, laissons-le de côté. Alors, on va pas laisser trop de place au feed de LinkedIn pour investir cet épisode. On va le mettre de côté. En fait, on va aborder juste quelques autres sujets que j'ai vu passer qui me semblaient assez intéressants et qui sont matière peut-être à échanger. Alors, justement, tu disais, donc, on change vraiment de rubrique, hein. On va mettre de côté cette réalité augmentée, ce métavers. Mais plusieurs petites choses. Tu disais que tu n'avais pas été complètement enthousiasmé par les propositions. En tout cas, tu voyais pas de révolution. Et puis oui, il y avait des petites innovations qui étaient sympas, mais qui n'étaient pas de nature à changer les fondements de la tech. Je veux pas paraphraser tes propos, mais c'est ce que je retiens un petit peu, et je te comprends et je te rejoins. Il y a un truc qui a circulé là suite aux conférences de la WWDC, donc la conférence des développeurs par Apple, mais c'est pas la conférence
conférence, justement, c'est la série de présentations qui suivent cette conférence d'ouverture. C'est une nouvelle API, donc un nouveau dispositif pour programmer sur iOS, sur l'iPhone et en l'occurrence aussi sur l'iPad, qui permet des interactions de type talkie-walkie. Alors ceux qui ont des Apple Watch savent très bien qu'il y a une fonction talkie-walkie que vous utilisez une ou deux fois et que vous désactivez parce que soit elle est inutile, soit elle vous met dans l'embarras dans des situations un peu compliquées au boulot. Mais en tout cas, il y a cette API qui a été présentée par Apple qui va permettre aux développeurs d'intégrer une fonctionnalité de chat façon talkie-walkie au niveau de l'OS. Donc en gros, vous avez votre application, vous l'avez installée. Je souhaite discuter avec toi, Cassim, et on peut avoir un chat où on échange des messages vocaux, mais plus que d'être des messages vocaux dans un fil de conversation texte, c'est vraiment des échanges où tu ne peux que écouter le message. Tu peux le réécouter si tu l'as manqué et renvoyer une réponse. Et finalement, ça se limite à ça. Et spontanément, tout le monde est en train de se dire, bon, déjà, les messages vocaux n'arrangent que ceux qui les envoient. Et en plus, on était en train de dire à quel point ce type d'interaction n'était pas forcément la panacée. Pour autant, il y a aussi plein de jeunes aujourd'hui, je les vois sans se rendre compte d'ailleurs, qui dialoguent en asynchrone mais en synchrone. Sous-entendu, ils s'envoient des messages vocaux et ils se répondent comme s'ils étaient au téléphone, mais en fait ils veulent pas être en conversation en live, ils veulent avoir cette liberté de raccrocher tout le temps. Bref, en tout cas, il y a cette nouvelle API qui est proposée par Apple. On peut penser aussi peut-être à des usages pro, c'est évoqué d'ailleurs dans les articles qui relaient cette API, c'est par exemple dans un environnement type un hôpital, quoi, entre médecins, entre spécialistes de la santé, ou dans une entreprise, on peut imaginer peut-être encore un peu plus facilement des usages d'interaction de type talkie-walkie. Bon, est-ce que le talkie-walkie est la prochaine révolution de la messagerie? Je sais pas, Cassim, si jamais c'est un truc qui toi t'enthousiasmerait. Je reboucle aussi sur un autre sujet et puis tu me diras si tu veux réagir sur l'un, l'autre ou les deux sujets. Mais il y a aussi une proposition de la part d'Apple, vous savez, ils proposent Passkeys qui vise à remplacer la manière dont vous authentifiez sur les sites web avec en gros l'absence de mot de passe et avec une expérience d'authentification plus sécurisée et évidemment plus simple, donc qui se base pas sur les mots de passe. Ils sont évidemment membres de l'alliance FIDO, mais là aussi on en a déjà parlé, on va pas redétailler les sujets. Mais ils proposent aussi Apple Private Access Tokens qui veulent être un remplaçant des CAPTCHA. Vous savez, les CAPTCHA où on essaie de voir si vous êtes plus humain qu'un robot et où vous arrivez à reconnaître un bus, une route, des feux de signalisation, etc. Alors que les robots n'y arriveraient pas aussi bien que ça. Et en tout cas, ils veulent proposer une nouvelle manière de gérer des jetons d'authentification qui permettent de s'assurer que les comportements qui sont associés aux utilisateurs et aux appareils qui les entourent sont ceux d'humains et pas ceux de robots. Et ils veulent évidemment proposer ça comme étant une forme de standard et évidemment pas réserver ça à leurs appareils, ce qui est plutôt un truc cool si jamais ils arrivent à aboutir. Ça me semble extrêmement ambitieux et peut-être assez facile à détourner, mais j'imagine aussi qu'on peut avancer. Je sais pas si tu avais suivi ces deux éléments qui sont plutôt des échos aux présentations pour les développeurs de la part d'Apple. Je sais pas s'il y a des choses qui retiennent ton attention, Cassim. Si, bah, le push to talk, que je pense aussi que ça peut servir à des applications comme Discord, qui ont déjà des fonctions souvent qui les intègrent déjà de eux-mêmes, mais j'imagine en passant par une API système, ce sera plus efficace et plus performant, et puis ça va permettre je pense d'avoir la discussion, tu sais, de pouvoir faire du multitâche, et t'auras juste le push to talk qui prendra un morceau de l'écran, à mon avis. Oui, en fait, t'es en train de décrire le vrai changement qui est proposé par cette API. C'est le fait de plus dépendre du lancement de l'application pour échanger des messages vocaux, voire même de pouvoir le faire sur l'écran de verrouillage. Ça a été démontré en vidéo. Ça. Ouais. Donc je pense que pour des applications comme Discord, ça va pas mal servir. Après oui, comme tu dis, les jeunes utilisent beaucoup les appels vocaux. J'adore le fait que c'est vraiment, on est vraiment en train de. C'est incroyable. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'épisode. On est bien lancé là-dedans. En plus les news suivantes, je pense qu'on va bien continuer dans cette tendance, parce qu'après on va vous parler de notre jeunesse. Donc et le passage sur les CAPTCHA. Oui. Alors moi je suis moins convaincu par Passkey. Sur le principe, je trouve ça génial, mais là encore, toutes ces technos-là, j'ai toujours un peu du mal avec les technos que présente Apple, parce que justement, c'est pas forcément. Alors tu dis que c'est ouvert. Enfin, effectivement, des fois, ils lancent des trucs dans des consortiums ou quoi, mais c'est rarement suivi. Enfin, j'ai toujours du mal avec les technologies d'Apple, parce que je me dis qu'en fait, moi, j'ai aucun contact ou Enfin, j'ai pas envie que mes mots de passe de site passent par Apple, parce que j'utilise des appareils qui sont pas forcément Apple.
Et j'ai des contacts qui n'ont pas forcément un iPhone, donc j'ai pas forcément à chaque fois les applications iMessage et tout ça. C'est pas des trucs qui me parlent beaucoup parce que Apple les réserve trop à ses appareils. D'après moi, c'est dans mon usage personnel, il y a pas mal de choses que fait Apple qui sont contre-productifs malgré que j'ai un iPhone. Cela étant dit, oui, pourquoi pas, ça peut toujours donner des idées, c'est toujours mieux que rien. Et je me demande dans quelle mesure Apple ils font pas ça pour les CAPTCHA en particulier, pour essayer de faire un pied de nez à Google et à d'autres géants pour qui récoltent beaucoup de données en fait avec les CAPTCHA, pour justement, enfin s'ils arrivent à trouver une alternative qui est mieux pour les utilisateurs et qui évite de filer des données supplémentaires d'IA pour Google et les autres. J'ai l'impression qu'Apple ils sont gagnants-gagnants quoi. Ouais, t'as raison. S'il y a un pourcentage de motivation qui nourrit leur valeur et leur communication à l'encontre de leurs concurrents, et effectivement, c'est un argument en plus pour bosser dessus. Tu parles du fait que les boîtes exploiteraient les comportements qu'on a dans les CAPTCHA pour nourrir leurs algorithmes d'intelligence artificielle. C'est ce que il me semble. Alors, mais on est d'accord. Tu sais que j'ai jamais su si c'était une légende urbaine ou pas, et maintenant qu'on en reparle, j'aurais aimé pouvoir le vérifier avant l'épisode. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, j'arrive pas à me rendre compte. Alors tu me le doutes maintenant, mais il me semblait que c'était vrai, que c'était pour ça qu'il y avait 2 pages, une de questions et une de vérification. En gros. Ah, yes. Mais ok. Ce serait tout à fait cohérent parce que j'imagine. Dites-nous dans les commentaires si on est des vieux cons qui disent n'importe quoi, et parce moi je l'ai lu sur Facebook. Si tu l'as lu sur Facebook, c'est forcément juste, effectivement. On est d'accord. Bah écoute, parfait. Donc ça c'est un sujet qui est traité. Et l'autre volet des sujets que je voulais aborder dans ces usages type système d'exploitation, application, etc. C'est donc tout un paquet de choses. Là aussi, je vais te laisser réagir. Vous avez de toute façon, hein, je vous le rappelle, tous les liens dans les notes de l'épisode qui vous permettent d'aller creuser en profondeur les articles. Ce qui est intéressant aussi nos sentiments un peu perso sur le sujet, je pense. Mais donc déjà une première chose, c'est que Windows 11 adopte, tenez-vous bien, enfin les onglets. Oui, les mêmes onglets que vous avez dans les navigateurs et qui sont maintenant bien installés et que vous avez même d'ailleurs sur Mac avec le Finder, même si personne les utilise. Ceux qui les utilisent vont laisser des commentaires sur techcafé.fr et vous aurez bien raison de le faire. Mais en tout cas, c'est bien installé de partout, mais pas dans l'explorateur de fichiers de Windows. Et ben ça arriverait. Par contre, Windows qu'ils abandonnent, c'est Internet Explorer. Et là, merci à eux parce que ça nous permet d'avoir une nouvelle et peut-être ultime salve de mèmes liée à l'actualité d'Internet Explorer qui va s'arrêter là aujourd'hui au moment où on enregistre cet épisode après plus de 25 ans d'existence. Alors on voit fleurir évidemment toutes les réactions extrêmement drôles qui justifient l'existence de Twitter à elle seule. On voit fleurir aussi les prises de parole en interne dans les entreprises où ils rassurent les salariés en disant vous inquiétez pas, ça va continuer à fonctionner, on va maintenir Internet Explorer, machin. Bon, évidemment ça fera sourire les plus anciens d'entre nous, je pense. Et puis une ultime initiative que je voulais relayer qui est d'une part intéressante mais qui est aussi marquante quand on regarde le temps qu'elle a mis avant de nous arriver, c'est donc Firefox et Guillaume Poggiaspala m'oblige en son absence à parler en bien de Firefox, donc je vais le faire, qui propose donc les boîtes à cookies. Alors non, c'est pas pour les gâteaux et c'est un petit peu le nom trivial facile à leur donner, mais ce qu'il faut s'imaginer c'est que c'est l'équivalent on va dire de sandbox de cookies. Disons, en tout cas, les cookies qui vont être déposés par les sites web quand vous utilisez Firefox sur votre ordinateur vont être cloisonnés et il va être beaucoup plus difficile, voire impossible, pour un autre site de consulter les cookies d'un autre site. Schématiquement, si vous êtes connecté à un site, si par exemple vous êtes connecté sur Frandroid, par exemple sur le site de Frandroid, vraisemblablement les autres sites n'ont pas la possibilité de savoir si vous avez été navigué sur le site Frandroid, si vous avez été logué. Ça vise particulièrement en fait Facebook qui est connu pour avoir des cookies en fait qui justement quand tu es connecté à Facebook savent enfin quand tu es connecté à Facebook les cookies savent où c'est tout ton historique internet quoi en gros. Absolument, et c'est d'ailleurs un peu la raison d'être au départ, une des raisons d'être du bouton j'aime qu'on pouvait intégrer à l'époque dans les pages web. Je crois qu'elles sont plus présentes nulle part maintenant, ils sont plus présents nulle part maintenant ces boutons j'aime en dehors des réseaux sociaux, mais il fut un temps il pullulait sur les articles et puis on était content de montrer qu'on aimait un article et ça permettait de le partager sur notre fil Facebook, mais surtout
surtout, ça permettait à Facebook d'intégrer un peu partout les cookies, enfin d'utiliser des manières de lire les cookies qui étaient un peu présents sur tous les sites. Bon, ça vise à le cloisonner. Et effectivement, a priori, les réflexions sur cette fonctionnalité-là remonteraient à 2010. Donc, l'âge de pierre d'internet, l'âge de pierre de la tech en tout cas pour nous. Donc encore une fois, hashtag épisode de vieux con. Je sais pas s'il y a des trucs que tu voudrais souligner, Cassim, parmi tous ces éléments. Allez, justice pour Internet Explorer quand même, parce que je reviens pas sur les onglets de Windows 11 parce que moi je vais pas vraiment les utiliser. Et je suis content pour les gens qui espéraient ça depuis longtemps, mais bon, ça me voilà. Mais je comprends pas qui utilise ça. Moi sur Mac, je utilise pas, je trouve pas ça pratique les onglets pour un navigateur de fichiers. Moi si j'ai plusieurs pages d'un explorateur ouvert, c'est pour pouvoir faire des drag and drop entre les pages et j'ai pas envie. Et du coup, .NET, ça fait très bien le job aussi, en fait. Oui, bon. C'est ça. Je préfère. Bref, Internet Explorer, j'ai plus envie de lui rendre justice parce que au-delà de la version, parce que au-delà de la version 6, la mal aimée qui effectivement était bien affreuse et que bon, Microsoft ils ont fait quand même pas mal de bêtises en fait pendant longtemps ils ont pas mis à jour Internet Explorer et c'était une catastrophe sur tous les plans. Après, ils se sont rattrapés ultérieurement, notamment avec Internet Explorer 9 à 11, qui était très performant, parfois plus performant que la concurrence. Et j'ai quand même un petit regret. J'ai toujours eu un regret déjà au fait qu'ils soient passés à Chromium comme base, parce que ça fait moins de concurrence dans le marché des navigateurs. Et voilà, je voulais en profiter parce que du coup, avec Internet Explorer qui disparaît. C'est alors je sais plus s'il y a encore des versions de l'ancien Edge qui sont encore pris en charge sur certaines versions de Windows, mais en tout cas c'est avec Internet Explorer qui disparaît, c'est une partie de voilà derrière des moteurs et de ce qui faisait la richesse d'Internet qui disparaît. Et ouais, il y a eu un moment vraiment où Internet Explorer était mal aimé injustement injustement non, il avait mérité sa réputation, mais disons que les nouvelles versions d'Internet Explorer avaient réglé les problèmes qu'on pouvait lui reprocher il fut un temps. Donc voilà. T'arrives à défendre Internet Explorer à contre-courant, Cassim, c'est magnifique. Et je précise que Internet Explorer a longtemps été et peut-être encore à ce jour le meilleur navigateur pour tablette qui ait existé. Intéressant. Voilà, c'était à l'époque de Windows 8. Ok, intéressant. Oui, si vous n'avez pas connu Internet Explorer, encore une fois, on est ravis de vous avoir parmi nos auditeurs parce que ça veut dire qu'on arrive à ne pas parler qu'aux vieux cons. Donc on est ravis de savoir que vous êtes là. Et puis c'est une page des navigateurs qui se tournent. C'est quoi ton navigateur? Parce que j'ai presque envie de dire le militantisme que tu soulignes avec Internet Explorer devrait logiquement t'amener aujourd'hui à utiliser Firefox au quotidien, non? Oui, mais je suis pas. Oui, non, mais j'utilise Edge. Faut pas déconner non plus. J'ai essayé plusieurs fois, plusieurs reprises d'utiliser Firefox, mais ça passe pas en termes d'expérience utilisateur. Mais je reste quand même supporter du fait qu'il faudrait plus de variété de moteurs de rendu et de. C'est sûr. C'est l'hégémonie de Chrome qui fait toujours un petit peu mal au cœur. Installer Firefox, voilà. C'est aussi pour Guillaume Poggiaspala et pour le bien de la concurrence des moteurs du web. Allez, justement, ça nous amène peut-être à une nouvelle petite rubrique avec de la régulation, avec donc plusieurs aspects politiques et juridiques. Apple a commencé justement qui est ciblé par deux régulateurs, là coup sur coup. Encore une fois, il y a le régulateur britannique et le régulateur allemand qui viennent un petit peu titiller les pratiques d'Apple, notamment dans les domaines anticoncurrentiels. Alors concernant dis donc. Justement. Alors dans le cas justement, on parlait de moteurs de rendu. Justement, du côté du Royaume-Uni, ils critiquent l'utilisation forcée de WebKit sur iOS et le fait de bannir les applications de cloud gaming et donc de forcer leur déploiement sur les iPhones avec les navigateurs, ce qui évidemment là pour le coup on parlait d'expérience utilisateur, là aussi est pas idéal.
on peut peut-être le rappeler justement parce qu'on parlait de moteur de rendu des navigateurs. Sur iOS, sur l'iPhone, vous avez d'autres navigateurs. Vous avez Safari de base installé. Vous pouvez installer Chrome. Vous pouvez installer... tiens, je sais pas si on peut installer Edge. Intéressant, faudrait... mais je pense que oui. Firefox, évidemment. Mais il faut savoir que les moteurs de rendu des pages web, c'est WebKit. C'est la même chose que Safari. Donc, quelque part, c'est des versions cosmétiquement différentes pour les navigateurs avec des usages fonctionnels différents, notamment de synchronisation entre les navigateurs, etc. Mais la partie moteur de rendu, c'est forcément WebKit. Et ça, voilà, ça arrive du côté du Royaume-Uni qui commence à identifier le problème que ça amène. Il dénonce le fait que ça limite considérablement, évidemment, la possibilité pour les navigateurs concurrents de se différencier de Safari, je cite, ou comme par exemple sur des caractéristiques telles que la vitesse et les fonctionnalités. Donc bon, ça c'est assez évident, un point de plus. Et l'Allemagne qui critique de son côté le dispositif d'App Tracking Transparency, qui est souvent plutôt encensé pour pas mal de monde d'ailleurs, que ce soit des développeurs, si c'est pas les grands développeurs ou des utilisateurs, mais en tout cas de pouvoir limiter et d'être un peu plus transparent sur l'utilisation des données dans le cadre des applications sur iOS. Et problème, dit l'Allemagne, c'est que il faudrait aussi qu'ils se l'appliquent de leur côté et pas uniquement pénaliser les entreprises concurrentes ou qui voudraient pénaliser comme Facebook par exemple, et a priori ils se pénaliseraient pas dans leurs propres applications, donc évidemment ça fait grincer des dents. Je sais pas si c'est sujet vraiment à commentaire, hein, Cassim, c'est juste de l'actualité assez récurrente maintenant sur ces sujets-là, mais intéressant de voir qu'ils s'emparent du sujet en tout cas. Ouais, je voulais juste dire que, enfin, déjà, je suis content que les autorités ça n'arrête pas, s'en préoccupent. C'est un par semaine. Hein. Oui, et puis j'espère que Apple va prendre le max. Pardon. Non, mais je trouve qu'Apple joue aux imbéciles, pour pas dire autre chose. Avec les autorités, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font durer le maximum de temps pour pas être forcés. C'est vraiment enfin bref, ils essayent de durer le maximum de temps pour voilà, jusqu'à être forcés de faire c'est vraiment ce qu'on va leur demander de faire dans ces boîtes de latex. C'est le fait qu'ils traînent des pieds, qu'ils s'arrangent avec les dispositifs juridiques pour arriver au dernier moment, uniquement quand ils sont vraiment au pied du mur. C'est insupportable. Hein. Mais du coup justement, alors je voulais rebondir là-dessus pour parler. Alors je l'ai pas noté dans le conducteur d'ailleurs. Je voulais pas en parler à la base, mais je vais l'évoquer rapidement sur Microsoft, qui, je sais pas si tu as vu, qui a signé un contrat. En fait, ils ont pris des engagements pour l'ouverture à des syndicats dans en leur sein de accepter si des employés commencent à vouloir créer un syndicat. Tu sais que c'est un sujet qui est très chaud justement aux États-Unis. On va en parler juste après, en plus avec Amazon. Ouais. Et je t'offre la transition. Donc ils s'ouvrent à la création de syndicats, ils se sont montrés ouverts et derrière ils ont en plus signé un accord avec un des gros groupements de syndicats aux États-Unis dans la tech, qui a récemment justement eu une antenne dans un studio d'Activision Blizzard. Et en gros, du coup, le syndicat en question s'est montré favorable au rachat. C'est quand même fou. Du coup, le syndicat d'employés, ils ont indiqué qu'ils étaient favorables au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, justement, après la signature de cet accord. Donc, on a un syndicat d'employés qui est favorable au rachat de la boîte, quoi. Et du coup, c'est une manière de dire, donc si je l'évoque là maintenant, c'est pour dire que, justement, Microsoft, ils ont appris de leur procès dans les années 2000 et ils sont devenus un peu les bons élèves de la tech. Et c'est pas que genre Microsoft, c'est des enfants de cœur et qu'ils sont, c'est des super, gauchistes qui veulent partager leur fortune, voilà. C'est que ils ont compris que des fois il fallait pas justement jouer la montre et attendre que le régulateur te force à faire quelque chose que t'as pas envie de faire, et qu'il valait mieux des fois faire un pas de toi-même en avant dans les termes que toi tu as décidé, plutôt que de te retrouver forcé à faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Et là justement, tu vois, s'ouvrir un peu à la création de syndicats, commencer un peu à manœuvrer, parce qu'en plus c'est pas qu'ils sont genre gentils d'un coup, c'est qu'en plus c'est des trucs dans l'État de Washington qui vont devenir, il y a des mesures qu'ils ont annoncées qui deviennent obligatoires dans l'État de Washington, et c'est juste que Microsoft a pris les devants en les annonçant au niveau national, comme ça, hop, ils prennent tu vois, ils prennent de court les législateurs en faisant un bon pas en avant dans le bon sens avant qu'on les oblige à le faire. Et je trouve que j'espère, enfin
J'aimerais bien qu'Apple apprenne et que les autres acteurs de la tech s'inspirent de ce genre de choses en étant un peu plus des bons élèves, sans. Enfin, clairement, c'est pas non plus que Microsoft va contre ses intérêts, tu vois. Évidemment que c'est politiquement très malin de leur part et que ça va permettre justement, par exemple, de valider le rachat d'Activision Blizzard par les autorités de concurrence en montrant que non, regardez, on n'est pas méchant, quoi. Donc c'est pas du tout quelque chose de, c'est pas que c'est des bisounours, c'est très, au contraire, c'est très cynique et très politiquement intelligent de faire ça. Et voilà, Apple c'est vraiment deux stratégies différentes, et je trouve ça intéressant de les mettre en face à face et de voir comment réagissent les deux, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est plus appréciable, hein, en tant qu'observateur de la tech, en tant qu'utilisateur. On préfère toujours aussi les boîtes qui jouent un peu plus le jeu, même si t'as raison, c'est pas forcément ils sont plus plus généreux ou plus altruistes que les autres. C'est juste qu'ils ont une autre politique et une autre façon de faire. Ça m'évoque un autre dossier. Je le dis très rapidement. C'est parce que ça rebondit encore sur Apple. C'est que l'autorité britannique, avant de s'attaquer au cloud gaming chez Apple, s'est attaquée aussi aux services d'abonnement de jeux vidéo, justement du côté de Microsoft, puis de PlayStation Nintendo. PlayStation Nintendo, c'est encore en cours, il me semble, mais Microsoft, ça a déjà été, entre guillemets, jugé, et ils les ont obligés à un certain nombre de mesures autour du Game Pass, de renouvellement automatique et de ce genre de choses, pour justement empêcher, en gros, ils sont obligés de prévenir leurs abonnés avant de renouveler l'abonnement et ce genre de choses. Microsoft, pareil, du coup là on les a obligés, et ils ont dit vu qu'on nous oblige au Royaume-Uni et qu'on sent bien que ça va arriver dans d'autres pays, autant le faire à l'international, et ils se sont alignés à l'international pour vraiment avoir les mêmes conditions partout. Je pense que c'est plus simple pour eux aussi. Ça leur coûte moins cher à gérer, sans doute aussi. Donc c'est tout ça pour dire que si le régulateur britannique, là on parle du Royaume-Uni, mais si le régulateur britannique décide d'un truc pour Apple, peut-être qu'Apple, ça fera bouger Apple aussi, pour nous en France ou dans leurs humains. Ouais, j'ai tellement l'impression quand on justement décrit ces situations-là qu'Apple il serait vraiment du style à faire en sorte d'évoluer pays par pays, et justement au contraire eux de traîner les pieds. Mais bon. D'ailleurs, je me disais pendant que tu avançais ce profil pour Microsoft sur ces sujets-là, je me demandais si l'implication de Microsoft et sa volonté de travailler très étroitement avec les entreprises n'était pas aussi une des raisons pour lesquelles ils avaient ce type de pratique. Je pense qu'il y a aussi leur expérience en matière de procès, en matière de soucis dans leurs produits. Bien sûr. Mais ça, c'est forcément un acquis. Je pense aussi que le fait, encore une fois, qu'ils veuillent travailler avec les entreprises, peut-être encore plus étroitement que les autres géants de la tech, les amène aussi à montrer peut-être plus facilement patte blanche vis-à-vis des régulateurs, parce que c'est plus convaincant vis-à-vis d'une entreprise d'avoir des pratiques pour lesquelles tu te fais pas épingler par la justice, quoi. Même. C'est vrai. Petit sujet du côté dans la continuité, hein, mais de YouTube, juste pour dire que YouTube justement avancerait timidement à reculons, mais pour ouvrir sa régie publicitaire aux autres régies publicitaires. Alors c'est pas encore complètement clair, hein, est-ce que concrètement les autres régies publicitaires pourraient vendre directement la pub disponible sur YouTube en temps réel? J'ai un peu de mal à penser que ce soit ça, mais ou plutôt de faciliter les espaces publicitaires de YouTube à des régies concurrentes à celles de Google. En tout cas, ils avancent sur le sujet. C'est encore un exemple qui montre que ils avancent timidement, mais quand ils sont forcés, ils veulent le faire plutôt que de se prendre une grosse amende. Ceux qui veulent aussi accepter des concessions pour éviter de se taper des cartouches monumentales, puisque c'est souvent maintenant des cartouches en pourcentage de chiffre d'affaires. Ça pourrait atteindre 10% de leur chiffre d'affaires mondial. En l'occurrence, c'est Amazon qui est accusé par la Commission européenne d'utiliser le poids qu'il représente dans la vente en ligne pour promouvoir ses propres produits quand il commercialise des choses auprès de revendeurs tiers. Et donc en l'occurrence, il devrait être amené à partager plusieurs données de son espace, de sa marketplace avec les vendeurs tiers, et d'améliorer un petit peu la visibilité des produits concurrents. Typiquement, c'est leur permettre systématiquement d'avoir une place là où c'est actuellement forcément les produits
produits d'Amazon qui arrivent en premier dans les recherches. Donc ça avance timidement mais sûrement. Et puis on peut pas là aussi passer à côté du petit cynisme qui est peut-être facile à relayer. Je sais pas si c'est si simple que ça dans la réalité, mais quand même c'est l'article de Next Impact qui relayait le fait que la messagerie interne d'Amazon, l'histoire ne nous dit pas exactement de quelle messagerie il s'agit, mais en tout cas va filtrer des mots comme, je cite, syndicat ou augmentation de salaire ou travail d'esclave ou c'est stupide, bon, ce qui est un peu plus un peu moins axé valeur travail, mais il y a plein d'autres termes qui seraient a priori concernés. Bon, il semblerait que ce soit lié, en tout cas c'est l'excuse qui est donnée au stade de l'expérimentation de ces messageries internes, et que il y aurait beaucoup de ces mots-clés qui pourraient être à terme éliminés. À la limite que ces mots-clés-là soient masqués durablement ou juste temporairement dans le cadre de tests, moi je trouve ça choquant dans tous les cas, mais bon. Et puis ça, on va achever aussi ce sujet en disant que il y a un des centres de distribution d'Amazon à New York qui est officiellement le premier à se doter d'un syndicat, bravo, qui a été doté d'un budget de $120 000. Donc tenez-vous bien. Mais alors, ça paraît ridicule en fait quand on connaît le poids d'Amazon en face et à quel point ils ont suffisamment de ressources pour, à mon avis, anéantir beaucoup d'initiatives portées par $120 000 d'un syndicat. Mais malgré tout, c'est quand même une avancée et je pense que, je sais pas, enfin de la fenêtre de là où on est, on peut que se satisfaire du fait qu'un syndicat puisse contribuer à défendre les droits des travailleurs. Mais tu sais, Cassim, dans les derniers épisodes, on nous a taxé de sales gauchistes. Alors je me méfie un petit peu aussi, je voudrais pas trop en faire. Mais bon, moi perso, je trouve ça quand même plutôt cool. Mais je pense que c'est quand même important que les gens puissent avoir leur propre puissent se défendre et que tout ça va dans le bon sens pour améliorer les produits et c'est tout au bénéfice de l'entreprise quand les employés sont heureux, je pense. Voilà. Pour pas aller plus loin dans des trucs de gauchistes. Je voulais je vais pas rajouter de choses sur ce que tu as dit, je pense que ça c'est clair. Et c'est juste pour dire que c'est un sujet vraiment essentiel, clé de la tech et du jeu vidéo là en 2022, en particulier aux États-Unis. La question des syndicats, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur fond de grandes démissions. Enfin, il y a plein de choses qui se passent aux États-Unis et qui peuvent avoir des impacts assez importants. Je voulais juste renvoyer vers un article alors j'ai pas encore pu totalement lire, mais qui est très intéressant, écrit par Anna Kramer sur Protocol. Qui revient justement sur un peu l'histoire des géants de la tech avec les syndicats et pourquoi justement ça revient maintenant et pourquoi il y a eu pourquoi ça pose autant de problèmes et pourquoi c'est un secteur qui est assez particulier. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article. Le lien est dans les notes de l'épisode. Tu nous as rajouté ça en live. Merci beaucoup. Je suis tombé sur plein d'articles de protocole là, ces derniers temps. C'était pas forcément un scope de sites que je consultais beaucoup. Je suis tombé à chaque fois sur des trucs hyper intéressants. Donc, très motivant. On peut terminer d'ailleurs juste pour dire que en matière de régulation, il y a Amazon qui va commencer de son côté à faire des livraisons par drone en bonne et due forme en Californie dans certaines villes plus tard cette année. Donc c'est une arlésienne, hein, ça fait des années qu'on parle de cet avenir-là. Bon, a priori ça arrive. Amazon est très content de dire que leurs algorithmes, je cite, utilisent plusieurs types de technologies pour la détection d'objets. En utilisant leur dispositif, leurs drones peuvent identifier un objet statique dans leur chemin, comme par exemple une cheminée. Et ils découvrent aussi les objets qui bougent à l'horizon. Donc moi perso, j'ai tendance à me dire c'est quand même un peu la base quand tu lances ce type de service, mais ils sont très fiers de dire que ils savent le faire, à croire que justement c'était peut-être pas si simple, que ce soit techniquement ou peut-être aussi en matière de régulation, parce que j'imagine que quand on lance ce type de service, il faut pouvoir prouver aux autorités que on arrive à faire bien les choses et qu'on va pas se prendre le premier pigeon venu ou le premier bâtiment venu. Et puis toujours plus haut, toujours dans les airs aussi, pour dire que il y a SpaceX qui a eu un retour sur l'utilisation de Starship et en fait ils ont un certain nombre de mesures qui leur ont été dictées par la FAA, donc l'administration de l'aviation aux États-Unis, pour pouvoir utiliser en bonne et due forme Starship. Et en fait ce qui est hyper intéressant, et je trouve que c'était une note positive qui pouvait conclure de manière enthousiasmante cette petite rubrique sur la régulation, c'est que
que il y a plusieurs enjeux autour de l'environnement, notamment le fait de pas gêner les animaux qui sont autour de l'espace de lancement. En fait, il y a plusieurs mesures, il y en a 75 qui ont été donc données et qui sont toutes assez variées, qui en fait sont pas bloquantes, donc c'est aussi très positif pour SpaceX, puisque ça montre que en levant ces quelques petits derniers freins, ils vont pouvoir lâcher les chevaux. Mais c'est intéressant de voir aussi que les régulateurs se préoccupent d'enjeux un peu environnementaux, etc. Je sais pas dans quelle mesure ils sont suffisants, je sais pas dans quelle mesure ils vont pouvoir être facilement traités, mais bon, je trouve que c'était un point plutôt positif. Cassim, le temps file et je sais que tu as des choses hyper intéressantes à nous dire dans le monde du jeu vidéo, donc on va assez vite aller dans la rubrique jeux vidéo et peut-être squeezer une rubrique sur laquelle je vous avais compilé plusieurs articles autour des crypto-monnaies qui sont hyper intéressante, je pense, et c'est des sujets qui sont hyper intéressants à creuser. D'ailleurs, petit clin d'œil à tes collègues, à tes copains de chez Numérama et notamment Aurore Gage, j'espère pas écorcher son nom de famille, mais qui sort, je trouve, ces derniers temps encore plus qu'avant, une série d'articles hyper intéressants sur les crypto-monnaies au sens large. Donc c'est hyper intéressant à suivre et il y en a beaucoup trop qui sortent, donc ça me fait trop de lecture et donc j'arrive pas à suffisamment suivre. Mais c'est vrai que quand on regarde le scope de ce qui sort en français en langue française sur ce sujet, c'est pas toujours hyper bien travaillé, hyper complet, et là c'est le cas. Donc bon, petit clin d'œil pour elle en tout cas, pour dire que c'est plutôt cool de voir tout ça arriver. Et donc il y a quelques articles que vous aurez dans les notes de l'épisode, juste pour dire quand même que on vous parle assez régulièrement du changement du côté d'Ethereum, qui est cette blockchain qui est évidemment emblématique pour l'usage notamment des NFT, mais pas que, qui doit faire une grosse révolution, puisqu'ils doivent passer d'une preuve de travail à une preuve d'enjeu. Le bénéfice évident, c'est un bénéfice sur le plan énergétique et donc environnemental, parce que en attendant, et c'est un chiffre qui est rappelé par les porteurs et les développeurs même d'Ethereum, chaque semaine d'utilisation actuellement d'Ethereum avec son format de preuve de travail génère près d'1 million de tonnes de CO2, ce qui est, je trouve, ahurissant. Et donc ils ont pour projet de basculer avec un nouveau format, donc de la preuve d'enjeu, dont on avait un petit peu déjà parlé, dont on reparlera forcément. Il y a la bascule qui doit théoriquement se passer en août 2022, mais il y a un événement qui est directement lié à la bascule, qui est la bombe de difficulté, qui doit, en gros, pour simplifier, et peut-être dire des énormités, mais ça permet de rendre les sujets très très accessibles, ça va rendre tellement difficile la preuve de travail qui est demandée pour miner de l'Ethereum, de miner sur la blockchain Ethereum, que grosso modo ça va décourager tout le monde de continuer à l'utiliser, et ça va encourager les membres de la plateforme à basculer sur de la preuve d'enjeu. Mais gros retard, encore une fois, donc c'est pas forcément sur la bascule en tant que telle, même si c'est un peu directement lié, mais il y a encore du retard. Donc on n'arrête pas de vous annoncer des retards qui sont pas des retards trop longs, qui sont de l'ordre de quelques semaines, de quelques mois, mais ça a pas l'air d'être simple. Il faut dire que j'avoue que ça doit être hyper sensible de faire basculer Ethereum. Si vous voulez en savoir plus, donc tous les liens sont dans les notes de l'épisode, dans la rubrique, bon, bêtement intitulé Crypto Traps, parce que on vous parle aussi là-dedans de plusieurs arnaques. C'est pas très compliqué, assez simple, mais qui touche pas mal de monde. Bon, par contre, t'as quand même l'opportunité de réagir, Cassim, si jamais il y a un truc dans ce que je viens de lister qui est suffisamment faux pour être rayé de la carte en audio, ou si tu as un avis pour compléter ces différents petits sujets que j'aborde un peu rapidement. Pas du tout, je voulais que les gens dans les commentaires me remercient d'être aussi bavard, puisque ça nous permet de justement ça nous épargne de parler de crypto-monnaie. Eh ben parfait, excellent, ça évitera d'en parler une fois de plus. Par contre, on va parler de ce que vous aimez, à savoir les jeux vidéo. Vous le savez, dans Tech Café, l'ambition c'est pas forcément d'être le média du jeu vidéo, mais on sait à quel point c'est directement lié à la tech, et puis on aime les jeux vidéo, alors on va vous en parler un petit peu. Première chose, très rapidement, c'est Netflix qui ne reste pas à un coup d'essai avec son catalogue de jeux, notamment de jeux sur les mobiles, mais qui va continuer à en sortir toujours plus, et qui va aussi sortir des jeux sur console. Donc ça, juste le message de fond, c'est de dire que Netflix, qui a besoin de se développer autrement que par de la diffusion de contenu de type film, série, pour arriver à gagner
gagné au départ de marché. Ils l'avaient dit eux-mêmes, hein, leur principal concurrent, c'est pas forcément Disney+. Derrière la communication, il y a aussi le fait que le cœur de cible de l'utilisateur de Netflix, c'est aussi le joueur de Fortnite, et ils savent à quel point ils ont presque autant en concurrent des jeux comme Fortnite que des plateformes concurrentes. Bref, ils continuent à développer plein de jeux et surtout à récupérer plein de développeurs de jeux, dont d'ailleurs des développeurs de jeux qui étaient plutôt mariés avec Apple Arcade, pour proposer donc des jeux qui sont donc téléchargeables gratuitement, mais pour lesquels vous avez besoin de votre abonnement à Netflix pour pouvoir jouer. Plein de jeux qui sont plutôt basés sur du mobile et régulièrement en lien avec les licences de Netflix, mais c'est intéressant à suivre d'un point de vue évolution du marché. Donc c'est un bon point. Et puis aussi et surtout, c'était un gros morceau. Il y a eu des annonces donc de Bethesda, qui est le studio qui a été racheté par Microsoft, qui avait plein de choses à annoncer. Alors moi je suis suffisamment étranger de tous ces triple A qui vont arriver sur nos consoles, de ce que j'ai compris plutôt l'année prochaine, et malheureusement avec une récolte plutôt maigre pour 2022. Il y a notamment eu une présentation de Starfield qui est tellement ambitieux qu'il ne peut, j'ai l'impression, que décevoir au final quand il sortira, mais peut-être là aussi que je me trompe. Mais t'as vu aussi plein de choses passer dans le domaine de la Xbox au sens large, et d'ailleurs pas que sur les consoles. Je te laisse le micro, Cassim, pour nous parler de tout ça. Oui, parce que du coup c'était effectivement la semaine, il n'y a pas eu de 3, mais c'était la semaine du jeu vidéo, donc il y a eu pas mal d'annonces. Mais là, je pense pas que c'était dans le cadre de notre épisode qui est déjà assez long. Je pense pas que c'était intéressant de revenir sur la longue liste de jeux qui ont été annoncés. Sinon, peut-être de résumer en disant que l'industrie est toujours au meilleur de sa forme et produit d'année en année de plus en plus de jeux. Il y a vraiment une abondance de jeux, notamment venant des indés, puisque c'est de plus en plus simple de créer des jeux vidéo. Et il y a vraiment c'est vraiment abondant au sens propre, hein. C'est ça devient presque dangereux en termes de production, de demander si on va pas, sans parler de bulles, de demander jusqu'où ça peut aller comme ça, en augmentant toujours et les budgets et le nombre de jeux créés chaque année. Est-ce que quelqu'un s'est amusé un jour à calculer le temps d'humain disponible pour le jeu vidéo cumulé sur Terre et essayer de le mettre en regard, tu vois, sur un graphique, en essayant de voir quand est-ce que ça va plus matcher en fait? Oui, je sais pas, c'est une bonne question. Mais donc oui, il y a eu Starfield qui a été présenté, qui était la grande présentation de Xbox et de Bethesda. Oui, je suis d'accord avec toi que je pense que c'est peut-être le prochain Cyberpunk en termes de déception à venir. Mais les gens sont, en tout cas, c'est clairement la licence la plus attendue par les gens, notamment aux États-Unis. Il suffit de voir le nombre de vues qu'a fait le trailer après la conférence sur YouTube en quelques jours. C'est vraiment, c'est massif, et c'est parce qu'il faut comprendre que c'est fait par les développeurs de Skyrim ou de Fallout, et c'est vraiment quelque chose de très attendu. Donc on verra. Moi, je suis pas forcément quelqu'un qui est très réceptif au travail de ce studio, et je suis pas forcément le plus grand fan de Skyrim, donc c'est pas le jeu qui m'intéresse le plus. Donc bref, je vais pas m'étendre non plus dessus, mais ça arrivera donc a priori en 2023. Moi, je voulais plutôt revenir sur des annonces plus business, tech, à mi-chemin entre les deux. D'abord, il y a Microsoft maintenant qui a pris l'habitude de faire leurs annonces en 3 temps, autour de l'E3 entre guillemets, on va appeler ça comme ça, de début juin. D'abord, ils annoncent plein de choses autour des services. Après, ils ont leur gros showcase où ils font que du jeu, et souvent c'est une sorte de grand catalogue du Game Pass. Et puis après, ils ont le Extended où c'est un autre événement où ils reviennent un peu plus en longueur sur certains jeux. Qui est intéressant surtout pour les fans qui veulent vraiment des informations sur les jeux, mais c'est moins pour le grand public. Et donc là, je vais m'attarder plutôt sur la première partie, justement, le côté service, et pour dire qu'il y a Xbox Cloud Gaming donc qui arrive, et c'est assez notable sur les téléviseurs Samsung. Là, ça y est, c'est la première fois où on n'aura plus besoin d'une console de jeu Xbox pour jouer à des jeux entre guillemets console, dans le sens où ça va pas être sur ton mobile, ça va pas être sur ta tablette ni sur ton PC, c'est vraiment sur le téléviseur du salon. Tu vas pouvoir jouer à des jeux Xbox en cloud gaming. Si tu es abonné au Game Pass, tu auras juste besoin d'avoir une manette compatible, ce qui est même les manettes PlayStation par exemple sont compatibles. Tu la relis tu la connectes en Bluetooth à ton téléviseur. Alors il faut quand même un téléviseur Samsung de 2022. Ce sera étendu après à d'autres modèles, et je pense à d'autres marques aussi, ils y vont progressivement.
Mais voilà, c'est déjà une première approche et c'est la première fois qu'un acteur aussi important permet de ne pas acheter de console avec une offre aussi importante. Il y avait Stadia et d'autres acteurs, mais Xbox a ce pied dans le cloud gaming qui est particulièrement important, quoi. Est-ce que la télé va pas coûter le prix d'une télé normale plus le prix d'une Xbox, non? Non, c'est intégré, c'est pas des télés particulières, c'est intégré à la gamme, c'est une mise à jour logicielle sur toute la gamme. D'ailleurs, ça s'étend aussi, je l'ai pas dit, mais ça s'étend aux smart monitors, donc c'est les écrans un peu, les écrans de PC, mais qui sont un peu multimédia, on va dire. Donc c'est assez large. Faut surtout que ça s'étende après aux téléviseurs qui datent pas de 2022. Tout le monde n'a pas renouvelé son téléviseur en 2022. Et puis on attend toujours leur sorte de clé Chromecast qui devrait amener ça sur n'importe quelle télé aussi à terme. Et ils ont pas annoncé d'ailleurs que cette clé elle était au moins repensée, sinon bon pas annulée, mais il y a pas une communication. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement, ils l'avaient annoncé. En fait, techniquement, ils l'ont annoncé l'année dernière sans montrer de détails ou quoi. Ils ont juste dit qu'ils étaient en train de travailler dessus l'année dernière. Et donc à quelques jours avant d'en reparler là cette année, ils ont dit que le projet avait besoin de plus de temps et qu'ils clairement ils l'ont ça a été retoqué, ils sont en train de travailler sur un design, etc. Donc ce sera pas pour tout de suite. On verra quand ce sera. Je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué de développer un truc aussi bête qu'un Chromecast qui a une seule application et qui se connecte à ta manette. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les enjeux derrière, entre quoi et quoi ils hésitent, quoi. Surtout que spontanément, ça amène moins de contraintes que d'intégrer un truc dans une télé qui est déjà distribuée. Mais bon, enfin, je ne saurais te dire. Sinon, dans les autres informations, il y a le fait que ça s'ouvre enfin à des jeux qui sont ça s'ouvre aux jeux qui sont en dehors du catalogue du Game Pass. Alors c'est là où on rentre dans les subtilités des abonnements de Microsoft, donc je vais essayer de pas trop vous perdre. En gros, ça d'ici la fin de l'année, vous pourrez jouer à des jeux qui sont compatibles au cloud gaming, juste en les ayant achetés sur le Xbox Store. Mais il faudra quand même être abonné au Game Pass pour accéder au cloud gaming. En gros, l'accès au serveur de Microsoft, il est pas gratuit. Il faut être abonné pour accéder au serveur de Microsoft. Mais ce que ça enlève là, l'annonce en fait, c'est le fait que le jeu a pas forcément besoin d'être dans le catalogue. Okay. Game Pass. En gros, c'est un peu comme si Netflix vous proposait d'acheter une série en DVD, type Friends, une série même en dématérialisé, type Friends, en vidéo à la demande, quoi. Et il fallait quand même être abonné à Netflix pour y accéder, mais que ça permettait en fait, si un jour Friends quitte le catalogue Netflix, de continuer d'accéder à cette série télé. Voilà, c'est un peu l'équivalent. En fait, c'est vrai que c'est hyper compliqué à expliquer et c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça ne l'est en expérience consommateur. Voilà. Mais cela dit, c'est un super point parce que rien les oblige très loin de là à mettre en place ce type de... En fait, faut comprendre, pour moi, les deux annonces, en fait, sont directement connectées. C'est que là, Xbox est en train de créer une nouvelle base d'utilisateurs qui n'existait pas avant, qui est une base d'utilisateurs qui n'a ni PC de jeu, ni console de jeu. Et eux, ils accèdent à leur jeu uniquement par l'abonnement. Mmh. Et donc, ça voudrait dire que si tu commences un jeu, je sais pas, tu commences Gardien de la Galaxie, si tu commences ta partie et que en fait t'apprends que la semaine d'après il quitte le catalogue du Game Pass, si tu n'as pas de console de jeu ou pas de PC de jeu, tu n'as aucun moyen de jouer au jeu actuellement. Oui, du coup. Donc il faut qu'ils offrent, pour moi, enfin c'est nécessaire d'offrir aux joueurs la possibilité d'acheter le jeu. Mmh. Et donc c'est ça que pour moi c'est ça le public cible, enfin le double public cible, quoi. Ça va être vraiment de pouvoir permettre aux gens de continuer à jouer à un jeu qui quitte le catalogue en l'ayant acheté. C'est de la reverse consommation quelque part, je sais pas comment le décrire, mais la promesse elle est fidèle à ce qu'on a comme image de la part de Microsoft, qui est de dire tu penses à tes jeux sous la forme d'un abonnement et d'un service, quelle que soit la manière dont t'es rentré dedans, quoi. C'est intéressant. Et c'est un élément de différenciation qu'il faut garder en tête quand on les compare à Netflix un peu facilement. Netflix ne passe que par l'abonnement et ne gagne d'argent que par l'abonnement. Xbox a toujours les DLC, les jeux, la vente de jeux, etc. Et c'est une partie intégrante de leur modèle économique. Dernier point, juste pour dire qu'ils préparent aussi un système de démo. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les indépendants vont pouvoir, comme vous avez aujourd'hui des Steam Fest, donc qui est un des festivals de démo à télécharger, comme vous pouviez tester des jeux en avance dans les salons type l'E3 ou la Paris Game Week, là Microsoft ils vont proposer ça, mais à travers le dématérialisé. Donc les développeurs pourront proposer des démos de jeux encore en cours de développement
sur le store à télécharger pendant une certaine période, par exemple 2 semaines. Ils seront téléchargeables par les abonnés au Game Pass et Microsoft va rémunérer les développeurs qui proposent des démos, parce que pour la simple et bonne raison que développer une démo, ça prend du temps de développement, ça coûte de l'argent. Donc Microsoft va rétribuer les développeurs qui participent à ce programme. Et l'intérêt pour les développeurs, c'est aussi de choper beaucoup de données de clientèle, enfin de savoir comment les gens ont perçu la démo, est-ce qu'elle était bien, de faire du développement agile. Exactement, c'est devenu quelque chose de très important. Steam a ce festival de démo qui est un très gros succès et Xbox essaye de le refaire à sa sauce. Faut pas imaginer que c'est un truc destiné vraiment au AAA, c'est plutôt pour les jeux indés que ça va être pensé. Voilà. Donc quelque part, je le comprends comme étant un service d'accompagnement au développement de ton jeu quand t'es indé et d'avoir accès à une base d'utilisateurs bien plus importante que si tu faisais des phases de développement où tu impliques quelques testeurs, où c'est toute une logistique, c'est hyper chiant. Là, ça ouvre le sujet et puis quelque part, j'imagine aussi que c'est une fenêtre de médiatisation parce que quand tu lances ton jeu là-dedans, c'est aussi une manière de le promouvoir dans le temps. Oh, intéressant, cool. Tout à fait, ouais. C'est une façon pour les développeurs d'avoir de te rajouter en liste de souhaits, que les gens se gardent en tête le jeu, etc. Et le bouche à oreille et tout ça, ça marche très bien, quoi. Ça marche, c'est noté. Alors, autre annonce importante, disons que c'est difficile de présenter des news rapidement. Autre annonce importante, c'est l'accord signé avec Riot, et ça c'est quand même pas rien. C'est encore un truc assez majeur, c'est le fait que donc tous les jeux Riot, donc on parle de League of Legends, on parle de Valorant. On parle de Wild Rift et on parle du dernier qui est Legend of Runeterra, le jeu de cartes. Donc les 4 gros jeux vont signer un partenariat en fait avec le Game Pass. Riot signe un partenariat avec Xbox qui va faire que les abonnés au Game Pass vont avoir ces 4 jeux qui sont pourtant free to play dans leur abonnement et en fait ils vont avoir l'accès à tous les champions, tous les trucs qui se débloquent d'habitude en payant ou en jouant dans les jeux Riot, donc les champions dans League of Legends ou les agents dans Valorant par exemple, vous les aurez automatiquement en étant abonné, donc c'est quelque chose de massif parce que c'est un énorme parc d'utilisateurs qui d'un coup via un abonnement accéder à des dizaines de contenus téléchargeables payants, les héros. Ça coûte de l'argent et c'est Microsoft qui vient un peu étendre son service avec du mobile parce que ça va toucher les jeux, c'est des jeux qui sont avant tout mobiles et PC et mobile pardon et sur mobile ce sera possible aussi d'accéder à ce service-là. Donc en gros tu auras ton jeu Wild Rift par exemple sur ton iPhone, j'imagine qu'il y aura une connexion, ils ont pas encore fait les détails mais j'imagine que tu connecteras avec ton compte Microsoft et t'auras accès à tous les champions dans ton jeu Wild Rift sur ton iPhone. Donc c'est encore un nouveau marché auquel s'attaque le Game Pass et c'est du coup le deuxième gros free-to-play à arriver dans l'abonnement après Fortnite qui est arrivé de façon gratuite. Donc c'était un peu mais lui qui avait pas d'avantage pour le coup. Exactement, il y avait pas d'avantage mais c'était gratuit, il y avait pas besoin d'être abonné. C'était plus une façon de tester le cloud gaming. Mais voilà, c'est intéressant de voir cette attaque de Microsoft sur le marché du free-to-play avec quand même les 2 acteurs les plus importants du marché, quoi. Ce qui est évidemment là encore une fois en termes d'expérience utilisateur formidable parce que plus t'en as pour le même prix, plus t'es content. Après, ça peut pas m'empêcher à chaque fois, mais je le rapporte à mon humble problématique à moi du quotidien, qui est de dire que du coup ça amène à une overdose de disponibilité de jeux vers laquelle on serait vraiment pas. Moi, je serais vraiment pas vers laquelle me tourner et presque quelque part ça me fait peur, quoi. Et je suis presque rassuré par une plateforme qui me propose moins et où je sais que je vais être amené à peut-être vouloir plus terminer des jeux que d'aller solliciter des multitudes de jeux. Mais là encore, je sais, c'est le vieux con qui parle. Excuse-moi, je sais, c'est moi. Je m'en veux. Et du coup, toujours pour Xbox. Ouais, alors une dernière annonce qui est moins importante, c'est le fait qu'ils travaillent sur leur sujet un peu international et ça m'a fait penser beaucoup à ce que fait Netflix justement et à la façon dont Netflix se différencie à la fois de Disney et d'Apple. C'est en proposant des productions internationales et en se focalisant pas forcément uniquement sur les États-Unis. Et donc Xbox a annoncé un partenariat avec Hideo Kojima, donc je vais éviter de représenter, mais qui est un créateur de jeux vidéo assez célèbre. Ils ont surtout annoncé aussi qu'ils avaient une antenne en Afrique. Ils ont littéralement leur premier employé en Afrique qui est chargé de repérer des créateurs de contenu, des jeunes développeurs
en Afrique pour essayer de les mettre en avant justement dans des événements comme ça. Et puis ils ont terminé, c'était la fin de leur showcase extended, donc qui était le sorte de plus un peu voilà de leur événement, par un message des développeurs de Stalker 2, qui est un jeu qui est fait en partenariat avec Xbox, qui est fait développé par des développeurs en Ukraine, et le message était, enfin la vidéo, donc c'est littéralement ils se sont mis comme plateforme pour diffuser une vidéo envoyée par les développeurs eux-mêmes. Et la vidéo est assez poignante, et assez presque difficile à regarder. Enfin, ça te met en condition de ce qu'ils ont vécu, et c'est lourd à regarder. Donc c'était assez intéressant de finir une conférence sur ça. Je pense pas qu'on puisse vraiment évidemment que tout est marketing dans des événements publics, mais je pense pas qu'on puisse trop les accuser de cynisme ou d'hypocrisie sur le sujet en particulier, dans la façon dont ils ont fait les choses, parce que vraiment la vidéo, il y aurait eu d'autres façons de surfer dessus s'ils avaient voulu surfer dessus, sans diffuser une vidéo où tu vois des développeurs déjà fuir leur maison et prendre littéralement les armes et expliquer, voilà, je suis narrative designer et j'ai un AK-47 dans les mains parce que je dois défendre mon pays. Bien sûr. Je pense que c'est marrant parce que je pense que dans le verbatim que tu utilises et dans les mots que tu empruntes pour relayer, et j'irai regarder d'ailleurs, moi j'ai pas vu du tout, mais dans les mots que tu utilises, tu parles de marketing. Je suis effectivement convaincu assez objectivement qu'il y a presque zéro marketing là-dedans. À la limite, ce qu'il peut y avoir, c'est de la communication, ce qui est malheureusement sensiblement différent d'un marketing qui voudrait dire que ce serait vraiment réfléchi. Parfois, tu sais, on utilise toujours les mots marketing et enfin, surtout le mot marketing un peu à tort et à travers. Je pense vraiment que c'est pas une réflexion stratégique pour imposer la marque dans des valeurs, etc. C'est probablement un exercice de communication qui a forcément un avantage pour eux. C'est toujours valorisant de se positionner sur des choses qui sont en phase avec les valeurs qui sont défendues par leurs clients, mais je pense qu'il y a probablement beaucoup d'authenticité. Je te dis ça, j'ai pas vu la vidéo, donc j'irai regarder, mais ça me paraît difficile comme ça à chaud, vu ce que tu décris, de les taxer de pure manipulation sur cette prise de parole. Disons qu'il faut garder le côté communication, faut le garder dans la tête quand même. Oui, c'est ça. Ce genre de cette influence de communication, mais qui peut être très saine et encore une fois, tant que c'est pas tu vois, on n'est pas comme la FIFA qui met en avant le côté vert de la prochaine Coupe du Monde, quoi. Je sais pas si t'as vu ce sujet. C'est non, mais Écoute, t'iras voir sur le site de la FIFA, il y a des engagements en matière de valeurs pour la prochaine Coupe du Monde, de respect de l'environnement, et ils donnent des conseils, et c'est ahurissant. Ils disent juste... Écoute, je te propose de finir sur une citation qui va lier à la fois la FIFA et le jeu vidéo. Oui. Qui est un journaliste américain qui a dit, il y a vraiment que la FIFA pour faire passer Electronic Arts pour les gentils dans une affaire. Oui, ça se tient. Allez, tiens, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, mais il y a une page qui s'appelle Green Card de la FIFA, qui est leur fer de lance de communication verte. Alors, tiens-toi bien. Si vous assistez aux compétitions de la FIFA, vous pouvez vous aussi vous engager à réduire votre empreinte carbone et à protéger le climat. C'est dans ce sens de l'initiative lancée par la FIFA le dimanche 5 juin 2022 auprès des acquéreurs de billets de la Coupe du Monde du Qatar. Bon, 4 points, je te les liste. S'il vous plaît, essayez de réduire votre empreinte carbone et encouragez votre famille et vos amis à suivre votre exemple. Je cite. Limitez vos déplacements en avion, prenez davantage les transports en commun ou faites du vélo. Mangez plus de légumes et moins de viande. Achetez des produits locaux, passez à l'énergie verte. Il y a tant de choses à faire. Je trouve que c'est, pour le coup, l'archétype d'une communication qui n'a vraiment zéro fondement et qui est vraiment désolante pour le coup. Mais c'est mon côté vieux con. Décidément. Merci beaucoup Cassim du temps passé pour moi et pour ta café, pour nos auditeurs, pour parler de tech. C'est toujours un immense plaisir quand tu peux répondre présent, ce qui est systématiquement, je pense, le cas quand on te sollicite. Merci aussi pour tes relais, notamment sur le domaine du jeu vidéo que j'avais évidemment de mon côté beaucoup moins suivi. Je rappelle aussi aux auditeurs qu'évidemment il est incontournable d'aller laisser un avis sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict si jamais cet épisode
vous a plu. Ça nous aide à valoriser un peu l'image de Tech Café et puis à montrer aux autres gens qui nous découvriraient que c'est un podcast qui est sympa, qui divertit et qui informe convenablement. N'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur Patreon. Et puis surtout, peut-être qu'il y a des gens là qui ont découvert Tech Café et qui t'ont découvert toi, Cassim, et ta voix, tes propos, tes teneurs. Est-ce que si jamais on veut aller te suivre quelque part ailleurs sur Internet, en dehors de Tech Café, on peut te retrouver? On peut me retrouver sur frandroid.com. Alors pas en ce moment parce que je suis en congé, et vous pouvez me retrouver sur Twitter @notcassim NOTC2SIM, et plus ou moins en ce moment, mais pas vraiment parce que je suis en congé. Et vous pouvez aussi me retrouver le jeudi matin dans une matinale sur Twitch sur la chaîne de Frandroid, où on fait une petite discussion autour de l'actualité tech ou de un peu les sujets que veulent les gens dans le chat en vrai, sur la chaîne Twitch de Frandroid. Donc pour moi on le fait ça tous les matins, mais moi en l'occurrence c'est le jeudi matin, sauf la semaine prochaine car je suis en congé. Oh bon, mais t'as bien de la chance d'être en congé, mais en tout cas merci beaucoup, et puis tous ces relais seront de toute façon là aussi dans les notes de l'épisode. Je mets aussi le lien vers la chaîne YouTube de Frandroid où tu officies de temps en temps. Écoute, merci beaucoup pour ta dispo, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés, merci aussi du temps. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est vraiment toujours un plaisir, et merci aussi d'avoir passé du temps, Cassim, à essayer de résoudre les problèmes liés à ton micro. Je te l'annonce officiellement, il va falloir que tu en prennes un autre, mais on sera ravis de t'entendre à l'avenir avec un tout nouveau micro et un son encore meilleur qu'avant. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.